Hey, hey, hey. Wait. My words are full of hell. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Un mur sans fin divise le monde en deux parties. La partie intérieure s'appelle le paradis, où les gens mènent une vie heureuse et paisible, tandis que la partie extérieure, appelée l'enfer, est en ruine et des monstres terrifiants chassent les humains tard dans la nuit. Ici, les humains se massacrent les uns les autres pour survivre. L'histoire commence au paradis, où une fille nommée Mimim annonce à un garçon nommé Tokyo qu'il y aura un examen à l'école aujourd'hui. Tokyo répond que l'école a l'habitude de les prévenir à l'avance de tout examen. De manière inattendue, l'école annonce qu'un examen aura lieu. Pendant l'examen, Tokyo voit une étrange question à l'écran. Voulez-vous sortir? La question clignote et Tokyo pense qu'il a mal lu. À la fin de l'examen, Tokyo se demande comment Mimim a pu savoir à l'avance qu'il y avait un examen et elle lui répond que c'était juste une prémonition de sa part. Tokyo lui parle alors de l'étrange question qu'il a vue dans l'examen. Mimim emmène Tokyo devant le mur et lui dit qu'elle a l'impression qu'il existe un autre monde à l'extérieur du mur. Deux personnages apparaissent dans son esprit, dont l'un est identique à Tokyo. Tokyo a grandi ici et considère la zone du mur comme le monde entier, mais après avoir entendu les paroles de Mimim, il tombe dans de profondes pensées et souffre même d'insomnie. Tokyo s'approche à nouveau des murs et est trouvé par la directrice. Tokyo demande « Y a-t-il vraiment un autre monde à l'extérieur du mur ?» La directrice pense que Tokyo apprendra la vérité tôt ou tard, alors elle lui dit qu'il y a vraiment un monde à l'extérieur du mur, mais que ce n'est qu'un monde sale avec de nombreux monstres hideux. Dans le monde extérieur, une catastrophe sans précédent s'est produite il y a 15 ans, laissant la ville dévastée. Deux frères et sœurs marchent dans la rue. L'aîné s'appelle Kiruko et le cadet Maru. Nous comprenons qu'ils sont à la recherche du paradis, mais ils ne savent pas exactement où ils se trouvent. Curieusement, Maru ressemble beaucoup à Tokyo. Les frères n'ont pas mangé depuis des jours, aussi lorsqu'ils trouvent une maison dont la porte est fermée hermétiquement, ils s'attendent à trouver des provisions à l'intérieur. Après avoir pénétré dans la maison par la fenêtre, Maru trouve du papier hygiénique et sa sœur est ravie d'avoir enlevé les mauvaises herbes des toilettes. Elle n'a pas utilisé les toilettes depuis longtemps. Seule la porte de la salle de bain étant cassée, Maru aperçoit par hasard Kiruko sur les toilettes et elle se met en colère. Les garçons continuent d'explorer la maison dans l'espoir de trouver de la nourriture, mais ils voient les squelettes d'un couple mort, les mains jointes. Il semble que le couple soit mort de faim, ce qui signifie qu'il n'y a pas de nourriture dans la maison. Heureusement, ils trouvent quelques boîtes de conserve dans une autre maison et parviennent à se mettre quelque chose dans l'estomac. Le lendemain, ils rencontrent un groupe de malfrats. Dans un monde sans contraintes légales, les filles se retrouvent dans une situation très difficile si elles se font attraper par eux. Maru affronte immédiatement ces bandits et l'on constate qu'il est habile et agile. C'est alors que Kiruko sort un pistolet spécial et tire un rayon laser qui fait fondre le poteau. À cette vue, les criminels lèvent immédiatement les mains en signe de reddition. Kiruko se renseigne sur le paradis et apprend qu'il existe un endroit plein de tomates appelé Tomato Lovers Paradise et Kiruko décide de le visiter. Kiruko menace alors les méchants de leur remettre une batterie et ils se rendent compte que l'arme était vide depuis le début. Malgré leur colère, ils ne peuvent que regarder Kiruko et Maru partir. En chemin, Kiruko et Maru parlent de leur âge. Maru dit qu'elle a 15 ans, tandis que Kiruko n'est pas sûr de son âge, mais dit qu'elle a environ 20 ans. Peu après, ils tombent sur un hôtel encore en activité. Dans un monde qui s'effondre, l'argent ne sert à rien. Kiruko donne donc des piles à la propriétaire pour la remercier de les avoir accueillis. Kiruko demande ensuite à la femme si elle a des informations sur le paradis, lui montrant même une photo de deux hommes, espérant qu'elle sait où ils se trouvent, car ces deux hommes sont importants pour Kiruko. Mais la femme ne sait rien, ni sur les hommes, ni sur le paradis. Kiruko est déçue par la réponse, mais elle emmène Maru dans sa chambre et ils peuvent enfin prendre un bain chaud. Curieusement, lorsque Kiruko se voit dans le miroir avec son corps nu plein de cicatrices, elle semble un peu timide. Plus tard, en discutant avec la propriétaire, ils apprennent que de dangereux monstres apparaissent la nuit. Au lieu d'être effrayée, Kiruko montre son excitation en disant qu'elle a un pistolet spécial qui peut tuer les monstres, seulement pour voir une expression soudainement sombre sur le visage de la propriétaire. Mais elle revient rapidement à la normale et prépare le dîner pour eux. Pendant le repas, l'hôtesse rappelle à Maru et Kiruko qu'il n'est pas bon pour des frères et sœurs d'avoir un enfant. Les deux jeunes gens rougissent immédiatement et Kiruko explique qu'elle et Maru ne sont pas frères et sœurs, et encore moins qu'elle n'a aucun intérêt pour lui et qu'elle n'est qu'une garde du corps engagée par Maru à Tokyo. Le malentendu dissipé, Kiruko et Maru retournent dans leur chambre pour se reposer. Maru est un peu contrarié par le fait que Kiruko ne s'intéresse pas à lui. Il semble avoir le béguin pour Kiruko. Voyant la réaction de Maru à ses paroles, Kiruko essaie de le réconforter, mais il s'endort. Il s'avère que la propriétaire a ajouté de nombreux somnifères à la nourriture que les garçons ont mangée. Pendant ce temps, on voit la propriétaire brandir un fusil et un étrange et terrifiant oiseau géant voler vers l'hôtel. Lorsque Kiruko se réveille enfin, elle découvre un monstre mangeur d'hommes derrière la fenêtre et réveille immédiatement Maru. Les garçons quittent la chambre avec leurs armes et boivent de l'eau pour diluer les somnifères dans leur corps. C'est alors que la propriétaire les découvre et leur demande de rentrer. Kiruko devine que la propriétaire essayait de les éloigner du monstre et qu'elle a ajouté des somnifères à leur nourriture. C'est alors que l'oiseau géant réapparaît. Kiruko et Maru se lancent à sa poursuite. Cet énorme monstre a l'air vraiment terrifiant.
La créature n'a pas de tête, mais un fouet très tranchant qui peut facilement couper un corps humain. Expérimentés au combat, Kiruko et Maru parviennent rapidement à désavantager le monstre. Au moment où Kiruko s'apprête à porter un coup mortel, la femme s'interpose et crie « C'est mon fils ». Il s'avère que le monstre a mangé le fils de la propriétaire peu de temps auparavant et qu'elle a pensé que puisque son fils était entré dans le corps de l'oiseau était maintenant son fils. Elle dit à Kiruko et Maru que l'étrange oiseau ne lui fera pas de mal et qu'il l'a même aidé à chasser d'autres monstres il y a peu. Alors que Kiruko croit aux paroles de la propriétaire et qu'elle pose son arme, le monstre coupe directement la femme avec son fouet, puis il la mange. Cette scène rend les garçons furieux. Maru essuie les larmes de Kiruko et se précipite sur le monstre en utilisant toute sa force pour pénétrer le corps du monstre avec son bras, lui écrasant directement le cœur. Il semble que Maru ait des pouvoirs inimaginables pour les gens ordinaires. À la fin de la bataille, Kiruko et Maru reprennent leur voyage au petit matin. Ils se plaignent que la dame a peut-être dit la vérité. Le monstre a en fait hérité de la personnalité de son fils au début et l'a protégé à plusieurs reprises. C'est juste qu'après tout, c'est un monstre et qu'il finira par chasser et manger des gens partout, l'humanité étant détruite, sinon le monde ne tomberait pas dans une situation aussi terrifiante. Ils n'ont aucune envie de discuter de ce sujet et se contentent de suivre les indices donnés par les criminels pour trouver le paradis. Après un long voyage, ils découvrent un terrain agricole qu'ils supposent être le paradis, rempli de tomates. C'est alors que Kiruko demande à Maru pourquoi elle se rend au paradis. Maru sort une capsule et, selon lui, quelqu'un lui a demandé d'aller au paradis pour trouver la personne qui lui est identique et lui injecter le médicament dans le corps afin que de nombreuses personnes puissent être sauvées. En entendant cela, Kiruko est saisi par un souvenir dans lequel une femme gravement blessée la supplie d'accompagner Maru au paradis. Les garçons sont découverts par les fermiers locaux, qui les traitent chaleureusement. Ils apprennent des habitants qu'après la catastrophe, les villageois ont reconstruit leurs terres en plantant d'abord de nombreuses tomates, puis d'autres cultures. C'est peut-être pour cela qu'on l'appelle le paradis de la tomate. Comme les villageois n'ont jamais l'air surpris lorsqu'ils voient Maru, Kiruko pense qu'il n'y a personne qui lui ressemble et que ce n'est donc pas le paradis que Maru recherche. Les garçons sont un peu frustrés. Soudain, Maru voit une boîte avec une marque qui semble être la même que le pistolet de Kiruko. Les deux garçons supposent que ce pistolet spécial n'est pas un produit de ce monde, mais qu'il pourrait être lié au mystérieux paradis. Ils se demandent comment la boîte est apparue, mais le villageois sait seulement qu'elle a été utilisée pour contenir des provisions lors des échanges avec Tokyo. Incapable de trouver un indice sur le paradis, il décide de retourner à Tokyo par la mer. Sur le bateau, Maru se lamente sur le fait que, n'ayant pas trouvé le paradis, il aimerait cultiver avec Kiruko pour le reste de sa vie. Maru trouve le courage d'avouer ses sentiments à Kiruko et l'embrasse. Kiruko lutte pour repousser Maru, puis lui révèle sérieusement son secret. Bien que son corps soit celui d'une femme, son cerveau appartient à un homme, et elle est donc vraiment un homme. Ces paroles semblent incroyables, mais c'est la vérité. Les paroles de Kiruko expliquent certains de ses comportements étranges antérieurs, comme le fait d'être timide lorsqu'elle voit son corps et de ne pas connaître son âge exact. En outre, il y a encore beaucoup de suspense inexpliqué. Que contient exactement ce flacon de médicaments? Et pourquoi celle qui ressemble à Maru peut-elle sauver de nombreuses personnes? Si cet anime vous intéresse, laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne. Je ferai un récapitulatif de la prochaine partie dès que les autres épisodes seront sortis. Un mur sans fin divise le monde en deux parties. La partie intérieure s'appelle le paradis, où les gens mènent une vie heureuse et paisible, tandis que la partie extérieure, appelée l'enfer, est en ruine et des monstres terrifiants chassent les humains tard dans la nuit. Ici, les humains se massacrent les uns les autres pour survivre. L'histoire commence au paradis, où une fille nommée Mimime annonce à un garçon nommé Tokyo qu'il y aura un examen à l'école aujourd'hui. Tokyo répond que l'école a l'habitude de les prévenir à l'avance de tout examen. De manière inattendue, l'école annonce qu'un examen aura lieu. Pendant l'examen, Tokyo voit une étrange question à l'écran. Voulez-vous sortir? La question clignote et Tokyo pense qu'il a mal lu. À la fin de l'examen, Tokyo se demande comment Mimime a pu savoir à l'avance qu'il y avait